Bien, bonjour. Bienvenue sur ce webinaire un peu exceptionnel qu'on a organisé un peu en réaction à l'actualité, qu'on a positionné à un moment qui nous permettrait de réagir un peu plus à froid que les réactions à chaud qu'on a pu constater cette dernière semaine, évidemment en réaction à l'omnibus et l'annonce de la semaine dernière. Alors on sait que vous êtes très 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 nombreux à attendre des clarifications dans un moment où on est tous en train de chercher une boussole dans cette période qui propose beaucoup d'incertitudes et de confusion. Donc c'est précisément ce qu'on va chercher à faire tous ensemble. Donc je pense qu'on est à peu près dans tout cet état d'esprit. Alors quand je dis nous, c'est, je pense, les gens qui vont participer aujourd'hui, ce sont tous les acteurs qui œuvrent en faveur de la durabilité dans le monde de l'entreprise ou autour de l'entreprise, qui sont spectateurs de tout ce qui se passe en matière d'actualité sur la RSE. Et nous tous, on a entendu ces annonces de la Commission européenne la semaine dernière. On a tous été probablement un peu surpris et effarés par la brutalité avec laquelle et la vitesse avec laquelle la Commission européenne, et avec pourtant une équipe à peu près reconduite, a réussi à s'aborder un édifice en l'espace de quelques semaines qu'elle avait mis 5 à 10 ans à construire patiemment et avec beaucoup d'énergie et d'abnégation. Donc je pense qu'on a tous dû un petit peu accuser le coup, d'autant plus que le coup est porté au cœur vraiment du Green Deal, c'est-à-dire ce triptyque taxonomie verte, CSRD, CS3D. Donc c'est un coup qui est un peu difficile à encaisser. Maintenant, voilà, on a un peu plus de visibilité, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, on va y revenir. Donc le choc doit être absorbé et puis malgré tout les sujets demeurent. Donc tout l'objet de ce webinaire, c'est justement de prendre un tout petit peu de recul sur ce qui vient de s'annoncer et très vite de se projeter sur la suite et de comprendre en quoi la situation change. Donc c'est ce qu'on va faire cette matinée pendant 1 heure. Alors on verra si on continue si les questions sont très très nombreuses pour quelques minutes de plus. Mais voilà, on a une ambition qui est à la fois humble et très mesurée, c'est de vous aider à vous éclairer. Dans cette période très alambiquée, vous qui êtes au cœur de l'action en faveur de la durabilité en entreprise et vous aider à prendre les meilleures décisions dans un moment qui est quand même très très incertain, les meilleures décisions pour les semaines, voire les mois à venir, et naviguer dans cette incertitude réglementaire qui est née depuis l'annonce la semaine dernière. Et puis je crois que c'est important aussi d'essayer de voir malgré tout le verre à moitié plein. Donc on essaiera de finir aussi par quelques notes positives ou en tout cas des enseignements de ce qu'on peut tirer de cette période et quelle attitude il faut adopter pour continuer malgré tout à enclencher cette transformation qu'on appelle de nos voeux. Je ferai juste une petite mise en garde, c'est que alors on va laisser nos experts s'exprimer, je vais les présenter très très vite, juste après. Évidemment, les paroles n'engagent que ceux qui les prononcent. Aucun de nous quatre qui allons prendre la parole et nos trois experts n'ont la prétention de lire dans une boule de cristal et de prédire ce qui va se passer exactement, parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup d'incertitudes devant nous, ne serait-ce que sur le processus juridique que Pierre pourra présenter. Donc on n'est pas là pour vous apporter une réponse absolue, mais pour vous donner la meilleure information possible à l'instant T. Et en tout cas, on le fait avec donc nos trois intervenants que je présente maintenant, qui ont pour eux d'avoir trois regards assez différents. Donc on a à travers Pierre Berlioz un spécialiste du droit, à travers Julien Rivals un spécialiste de l'audit, et puis à travers Pauline une spécialiste de l'accompagnement et de la mise en œuvre de ce texte autour de la CSRD et des dispositifs équivalents. Et tous trois, vous avez en commun d'avoir une extrêmement longue et intense expérience autour de la CSRD. Donc vous connaissez le dispositif de façon très très intime, vous l'avez côtoyé dès sa genèse, et donc vous êtes des gens qui êtes capables d'en parler avec un vrai recul et une vraie profondeur. Alors en quelques mots, donc merci à tous les trois d'avoir accepté d'intervenir. Pierre, je vais plutôt vous présenter dans l'ordre probable dans lequel vous allez prendre la parole. Pierre Berlioz, donc toi tu es un expert en droit. Tu es professeur de droit, tu as dirigé une école autour du droit, l'école du barreau de Paris. Et puis, tu es tout particulièrement expert dans plusieurs domaines du droit, mais en particulier le domaine du droit autour de la RSE pour avoir joué des rôles réguliers. Je pense notamment à ton intervention auprès du garde des Sceaux au moment où la loi sur le devoir de vigilance était promulguée en France, et puis également auprès de la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, au moment aussi où les grandes directives DPEF et CSRD étaient en mise en place ou en préparation. Donc tu connais parfaitement ces sujets-là et c'est ce regard juridique que tu vas nous apporter.
Julien, alors nous on se connaît depuis un certain temps, hein, parce qu'on a grandi côte à côte dans le monde de l'audit, mais tu as persévéré dans cette voie, et donc aujourd'hui tu suis un très très beau parcours, puisque tu es maintenant en charge de la practice développement durable au niveau mondial pour Deloitte. Donc bravo à toi. Et donc toi, tu vas intervenir en tant que voilà acteur de l'audit, sachant que en tant que Big Four et en particulier toi directement, tu as été particulièrement innervé au cœur même de la préparation de ces textes dans tes équipes toi-même au sein de l'EFRAG, et donc tu connais intimement tous ces sujets et l'évolution qui a pu être apportée sur les standards, sur les critères, etc. Et puis, tu as également joué un rôle dans l'accompagnement de la profession des commissaires aux comptes pour les former et pour les aider à se préparer à la vague d'audit qui était prévue et qui est toujours prévue d'ailleurs, mais dans d'autres formes jusqu'à présent. Et Pauline, à travers toi, donc on accompagne, on accueille une personne qui est au contact des entreprises. Donc toi, tu as travaillé depuis quasiment toujours hein, sur cet accompagnement d'entreprise à la RSE et puis beaucoup sur la question des rapports, développement durable. Et toi et ton autre associé Elsa, vous avez pris le tournant très vite de la CSRD en créant Ici et Demain, qui, bravo à toi, est devenu un acteur assez central et très reconnu d'accompagnement d'entreprise sur ces enjeux autour du rapport de durabilité, autour du reporting extra-financier en l'espace de quelques mois. Et vous avez voilà, l'expérience d'avoir accompagné plusieurs dizaines d'entreprises de toute taille, de tout secteur, et vous êtes encore engagé dans pas mal de missions. Donc tu pourras nous éclairer sur opérationnellement comment les choses évoluent ou vont évoluer. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais vous laisser tout de suite la parole. Comment ça va se passer? Donc, on a prévu une progression en 3 temps, avec à chaque fois une intervention de nos experts, puis un temps dédié à des questions-réponses au fil de l'eau. Moi, j'assurerai le rôle de coordination. Je serai très vigilant sur la montre parce que je redoute beaucoup, beaucoup de questions, mais qui seront bienvenues évidemment. Mais en tout cas, en termes de gestion de timing, ça va être sensible. Et donc les 3 temps qu'on a prévus, un premier temps qui est plutôt une analyse juridique, donc qui sera principalement apportée par Pierre, mais évidemment nos 2 autres experts pourront intervenir. L'idée n'étant pas de revenir sur ce qui a déjà été voilà, évoqué, c'est-à-dire les principaux ajustements, je demanderai à Pierre de faire en quelques minutes, mais vraiment très très court, un rappel de ce que les omnibus introduisent sur la CSRD beaucoup et un peu la CS3D, la taxonomie. Et ensuite, on se focalisera sur la CSRD. Et ce que je demanderai dans un second temps à Pierre, c'est de faire une lecture juridique du dispositif et surtout de ce qui va se passer. Quels sont les processus, les incertitudes et comment on peut comprendre ce qui a été écrit et les portes que ça ouvre ou que ça ferme. Et puis après, on aura un second temps qui sera plutôt sur des enjeux opérationnels à court terme. Donc concrètement, et là on s'appuiera peut-être plus sur l'expertise de Pauline et Julien, concrètement, que fait-on? Quand on est une entreprise, quand on est un auditeur, un consultant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la vague 1, par rapport à la vague 2? Quelles sont les adaptations qu'on peut envisager? Et puis comment on navigue dans cette incertitude? Et on aura un troisième temps qui sera un peu plus bref, où là on essaiera de prendre un maximum de recul possible pour se dire bah, quel enseignement on tire de cet épisode, à la fois au niveau politique, au niveau des entreprises, et qu'est-ce que ça veut dire pour la mise en place de stratégies de développement durable dans les entreprises à moyen long terme. Voilà, et on pourra conclure. Je m'arrête là. Encore une fois, merci à toutes et tous. Et Pierre, je te propose d'avancer pour ce premier moment juridique sur l'analyse des omnibus. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais faire très très vite sur la présentation du contenu de l'omnibus, puisque j'imagine que tout le monde le connaît bien. Donc juste un léger rappel sur la CSRD et la taxonomie. Donc principal premier point, puisque déjà en termes de texte, il y a deux. À l'heure actuelle, il y a deux propositions de directives. L'une qui reporte le calendrier, donc qui reporte de 2 ans pour les vagues 2 et 3 s'agissant de la CSRD et d'1 an pour les différentes échéances de la CS3D. Donc ça, c'est un premier texte juste sur les reports de date. Et puis un autre texte qui, lui, est plus détaillé, avec beaucoup plus d'éléments, qui comporte un certain nombre de modifications techniques. Donc, rappel des principaux points pour la CSRD, on a d'abord la question des seuils, puisqu'on on remonte les seuils. Le reporting est obligatoire
uniquement pour les entreprises, deviendrait obligatoire uniquement pour les entreprises de plus de 1000 salariés. La Commission dit que ce serait à peu près 80% des entreprises de la vague 2 et la totalité de la vague 3 qui serait sortie du scope de cette manière-là. De la même manière, d'ailleurs, pour la taxonomie, une limitation de publication des informations en lien avec la taxo aux entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires, les seuils de la CS3D, avec un opt-in pour les grandes entreprises qui voudraient publier des informations à titre volontaire. Par ailleurs, sur la chaîne de valeur, un point assez notable qui est un renforcement du cap in the value chain, puisque les entreprises soumises aux obligations de reporting ne pourraient pas demander aux entreprises de leur chaîne de valeur plus d'informations que celles seront prévues par les standards de reporting volontaire. Un autre point aussi sensible, s'agissant de l'audit, puisque le passage de l'assurance limitée à l'assurance raisonnable disparaît et on diffère l'adoption des standards d'assurance limitée pour des lignes directrices spécifiques. Quelques points à noter aussi pour moi sur la CS3D parce que je pense que ça sera un élément qui aura une influence assez importante. Des modifications assez sensibles pour la chaîne de valeur puisque les due deals sont restreintes au rang 1, donc aux partenaires commerciaux directs. Les évaluations périodiques doivent être faites à minima tous les 5 ans plutôt qu'à minima tous les ans. Suppression de l'obligation de mettre en œuvre les plans de transition climatique ou encore suppression de l'obligation pour les États membres d'assurer la possibilité d'engager la responsabilité des entreprises pour violation des obligations de diligence. Voilà, je dirais que ça, ce sont les points saillants. Évidemment, il y a énormément d'autres sujets, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, puisque je pense que, comme tu l'as dit, ce qui intéresse un peu tout le monde, c'est l'après, c'est finalement Ouais. qu'est-ce qu'on peut voir pour la suite. Pierre, avant de porter Ouais. une analyse plus juridique et de nous expliquer le processus législatif qui va se mettre en place au niveau européen et français, Mm. y a des questions très précises déjà sur les seuils. Donc, peux-tu nous donner autant de précision que possible et peut-être que Julien ou Pauline, vous pouvez compléter, mais sur la vague 1, que sont les seuils aujourd'hui, la compréhension qu'on peut en faire, et sur la vague 2, que comprend-on des seuils, et les critères de et où, notamment. Et on a parlé sur la vague 1 de 1000 et d'autres de 500, donc qu'en est-il? Alors, le seuil, là, on est sur un schéma très simple, en fait, dans la proposition d'Omnibus. On est à un schéma sur un seuil à 1000. On supprime les idées de vague. On fait disparaître ce schéma-là et on passe sur quelque chose d'assez basique, en fait, d'assez binaire, en dessous de ce seuil des 1000, sauf pour les entreprises extra-européennes pour lesquelles on va ajouter un élément de chiffre d'affaires. Et on reste sur un critère, deux des trois seuils, a priori? C'est dans le texte tel qu'il est prévu, on est vraiment sur l'élément décisif, c'est l'élément des 1000 salariés. D'accord. Avec un renvoi malgré tout au chiffre d'affaires et au Oui, bilan. mais D'accord. avec un élément qui est l'élément dominant des 1000 salariés. D'accord. Dernière question sur cette question des seuils, avant de te laisser poursuivre. Ouais. Concernant la vague 1, donc, qui était DPEF, pour lequel le seuil était beaucoup plus bas en termes de nombre de salariés, on a donc une incertitude sur les entreprises cotées qui seraient entre 250 et 1000 salariés pour Hmm. l'avenir. D'accord, Oui, tout à fait. entendu. Si vous voulez réagir, Pauline et Julien, apporter des classements, n'hésitez pas. Sinon, Pierre, je te propose donc du coup à passer à une deuxième partie ton interprétation voilà, d'expert juridique voilà, sur ces textes et sur le processus tel qu'il va se présenter à nous, tant au niveau européen qu'ensuite dans la transposition française. Oui, parce comme je le disais, en fait, on a le point à bien noter, c'est qu'on a deux échéances en vérité. On a deux échéances, on a
deux sujets différents. C'est-à-dire que la commission, elle prévoit quelque chose en deux temps. Elle prévoit un premier texte d'adoption avec une adoption qu'elle veut rapide, qui est ce texte de report de façon éviter au maximum l'incertitude juridique. Donc, le texte qui reporte les obligations de 2 ans pour les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas encore entrées dans le dispositif, son objectif pour la Commission, c'est de le faire adopter avant l'été par le co-législateur européen et ensuite d'avoir une transposition à la fin de l'année dans les États membres. Ça, c'est l'objectif affiché. Sachant qu'ensuite, le texte qui prévoit ces seuils de 1000 salariés, qui comporte les autres dispositions, celui-là, elle n'a pas franchement encore même tracé de perspective pour son adoption. Donc, donc le premier texte qui pourrait être adopté et entrer en vigueur, c'est uniquement celui sur le report des dates. L'autre, on n'a pas il n'y a même pas de perspective qui a été tracée. D'accord. Et il faut rappeler que pour qu'une directive soit adoptée, il faut que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne se mettent d'accord sur une même version du texte. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que sur chacun des deux textes, le Parlement européen et le Conseil adoptent chacun leur version du texte, la version qu'ils pensent pertinente du texte, et ensuite, ils vont engager une phase de discussion entre eux, qu'on appelle la phase de trilogue, au cours de laquelle ils vont devoir se mettre d'accord pour parvenir à une version euh, conjointe du texte qu'ensuite chacun des deux adoptera solennellement pour que le texte soit adopté. Et ensuite pourra démarrer la phase de transposition dans les États membres. D'accord. Sachant que, en l'absence de changement européen, les textes votés dans les parlements nationaux continuent à officier, à intervenir. Oui. Alors, dans les États membres dans lesquels il y a eu une transposition, En France, en et l'occurrence. le cas échéant, sous réserve de ce que font chacun des États membres. Alors, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur la situation particulière de la France, sauf si tu veux qu'on adopte Non, on y reviendra peut-être plus tard dans la je pense question. qu'on peut y revenir plus tard. Mais voilà, donc aujourd'hui, pour rester sur le process, parce que c'est un point important, parce que aujourd'hui, il y a dissociation de ces deux textes. Il y a l'idée d'un premier texte en procédure accélérée et un autre texte qui prendrait potentiellement plus de temps. Toute la question va être de savoir à l'heure actuelle si effectivement ce schéma de dissociation avec le report d'un côté de date et de l'autre le fond va être maintenu, notamment au Parlement. Ce qui n'est pas totalement évident qu'on en reste là. On l'a vu avec la directive déforestation, par exemple. Déforestation, la Commission avait proposé un report d'un an et il y a des amendements qui ont été ajoutés, ce qui avait un potentiel de différer l'adoption du texte. Finalement, ils ont été retirés, mais on a un levier là pour ceux qui voudraient retarder ce texte-là. On a un levier pour en fait faire traîner les choses. Alors, si Et on donc, prend le calendrier, pardon de te couper, mais parce ouais. que je vois qu'il y a énormément de questions. Concrètement, donc il y a deux dispositifs en parallèle. Le Stop the Clock, dont Pascal Canfin a dit lundi qu'il pourrait prendre quelques semaines, et puis la reprise de la directive dans son ensemble, qui est un processus plus long. Si tu devais lire dans une boule de cristal, enfin, ce que tu nous dis, c'est que ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que Pascal Canfin annonce s'il y a des blocages qui sont montés Ouais. par les groupes parlementaires. Euh, Si tu devais lire dans une boule de cristal, tu parierais sur quoi pour le Stop the Clock et quel délai et pour l'autre directive qui est de la refonte de la CSRD? Pour le stop the clock, je pense quand même qu'une adoption, on va dire, dans les 6 mois peut être envisageable.
Sachant qu'ensuite, bah, c'est relativement rapide à transposer, donc ça peut se faire assez vite. Je pense que l'objectif d'avoir un stop the clock qui soit en vigueur dans les États membres avant la fin de l'année est soutenable. D'accord. Pour le reste, c'est bien compliqué à dire. C'est bien pour ça que d'ailleurs, c'est un report de 2 ans qui est prévu. Je pense que ça risque de durer un certain temps. Si c'est D'accord. adopté, à la fin de l'année prochaine, bon, c'est Donc, ce déjà que pas mal. tu nous dis, c'est que de façon réaliste, on est quand même rentré dans un exercice juridique lourd Ouais. et la reprise de la directive va prendre probablement plus de temps que la fin de l'année civile. Oui, Enfin, parce que plutôt encore une aussi fois, il n'y a pas attendre. que CSRD, il y a CS3D. Ce sera le même paquet de votation. Oui, tout est dedans. D'accord. C'est le même. Et CS3D, j'aurais tendance à dire que le combat ne fait que commencer. D'accord. Et si on dit un mot sur les standards, donc les ESRS et la VSME, est-ce qu'ils vont être compris dans ce paquet réglementaire ou est-ce que c'est traité différemment selon un autre calendrier et si oui, lequel? Alors, c'est traité à part, c'est effectivement traité à part, puisque les ESRS, c'est pas ce qu'on appelle du niveau 1, du niveau, on va dire, législatif, c'est-à-dire directive et règlement, mais du niveau 2, donc qui est à la main de la Commission avec un droit de regard des co-législateurs, un droit d'opposition au texte qui pourrait être adopté par la Commission. Donc là-dessus, c'est un autre calendrier dont la Commission a annoncé qu'elle allait engager ce travail. Elle a indiqué qu'elle allait procéder à à la révision des ESRS, également à l'adoption des standards volontaires, hein. Et donc ça, c'est la Commission qui le fait avec avec l'appui technique, on va dire, de l'EFRAG. Ça, c'est un processus qui est séparé, où simplement les co-législateurs, donc le Parlement et le Conseil, interviennent en dernier regard pour, le cas échéant, bloquer s'il y a vraiment quelque chose qui leur va pas. D'accord. Donc si on essaie de dessiner un calendrier avec des jalons, ce qu'on Ouais. peut dire, et je parle sous tout contrôle pour essayer de conclure sur cette partie calendrier, c'est que Mm. jusqu'à présent, la réglementation française s'applique, la transposition, jusqu'à nouvel ordre. Le premier événement sera le Stop the Clock, Ouais. votation européenne, transposition française avec une incertitude sur est-ce qu'on parle de 6 semaines ou plutôt 6 mois, ce sera entre les deux. Mm. Et ensuite, un deuxième moment en termes juridiques purs qui serait alors modulo des ajustements franco-français, comme on l'a vu, la proposition qui a été portée au Sénat et qui viendrait impacter la transposition française. Et tu pourras peut-être nous en dire un tout petit mot. Et ensuite, l'étape d'après serait le nouveau texte européen dans toutes ses dispositions, avec votation puis transposition, donc plusieurs mois et probablement au-delà d'un an. Et ensuite, autour de ça, l'ajustement sur les standards qui suit un processus réglementaire différent. C'est ça, c'est vraiment l'idée. On suspend. Première manœuvre, on suspend, pour se laisser le temps de reprendre le dispositif et ensuite d'avoir un dispositif qui sera définitif dans l'esprit, quoi. Et c'est D'accord. effectivement ça. Et donc la suspension, bah, l'objectif, c'est que la suspension puisse intervenir avant la fin de l'année parce que ce sont les entreprises, parce on suspend pour la vague 2 et la vague 3. D'accord. Alors, est-ce que tu peux mais vraiment très rapidement parler de ce qui pourrait se passer en France et ce qui a commencé à se Oui. passer et quel impact cela pourrait avoir? Oui, alors en France, donc on voit que le Parlement français commence à bouger sur le sujet, puisque aujourd'hui, il y a de toute façon un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne qui est en discussion au Parlement. Il a déjà été d'ailleurs adopté à l'Assemblée nationale. Il comporte des dispositions, comme son nom l'indique, dans divers domaines. Et il y a des éléments sur la CSRD. Et donc là, le texte est devant le Sénat et le rapporteur du... Alors, il y a déjà des éléments de suspension qui ont été introduits dans le texte. Et le rapporteur au Sénat a proposé plusieurs amendements, alors qui sont assez variés, hein, qui vont de abrogation complète de l'ordonnance de transposition de la CSRD jusqu'à de la suspension
du dispositif pour, alors là, en l'état, pour une durée de 4 ans. Enfin, un report du dispositif pour une durée de 4 ans. Donc, ces amendements ont été déposés pour discussion en séance publique le 10 mars et éventuellement le 11 mars, donc la semaine prochaine. Euh, Ils sont donc portés par le rapporteur à la commission. On peut envisager qu'ils seront adoptés. C'est pas du tout impossible qu'au moins un de ces amendements soit adopté. Donc, ce qui veut dire qu'après, il faut que ça passe en commission mixte paritaire, que ça soit adopté conjointement par les sénateurs et députés qui seront membres de la commission de la CMP. Euh, donc, bon, il y a une incertitude sur l'adoption de ces dispositions en fonction des interlocuteurs, les avis divergent. Si, si ces amendements étaient adoptés, si ensuite ça devenait, si la loi passait, la question qui se posera, et elle est loin d'être évidente, la question qui se posera, ce sera la valeur de ce texte, la valeur de cette loi, puisque en l'état, ça contrevient à une directive qui est en vigueur. Donc, ça veut dire qu'en fait, la France se trouve en manquement par rapport à ses obligations européennes. Donc, est-ce que bah, est-ce que ce texte peut ensuite faire l'objet d'une annulation dans le cadre d'un recours, soit constitutionnel, soit devant les tribunaux, hein, tout simplement. La question se posera. La question de la valeur juridique D'accord. de ce texte se posera, sachant que à côté de ça, il faut quand même le noter, et cela, je pense ils passeront beaucoup plus facilement. Il y a aussi des amendements qui visent à supprimer la sanction pénale de non-désignation d'un vérificateur de durabilité. Ok. D'accord. Alors, je vais me permettre de t'interrompre parce qu'il y a beaucoup de questions et je voudrais qu'on Ouais, avance. Donc, ce que je retiens, mais je parle sous ton contrôle, c'est qu'on est aussi rentré dans une période d'incertitude au niveau français national oui, autour de l'adhésion de l'omnibus, dont on ne sait pas trop où ça va nous mener. Il y a une espèce d'agitation malsaine pour essayer d'être côté aussi vite que possible, avec un brouhaha législatif dont on ne sait pas très bien où ça nous mènera. Mais voilà, donc ça entretient l'incertitude qui a déjà été provoquée par l'adhésion européenne. oui, ça en rajoute une couche. Ouais. Alors, on va tout de suite après. Il y a beaucoup de questions sur la mise en œuvre, et vague 1, vague 2. Donc, ça, c'était le point qu'on va évoquer avec Pauline et Julien. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les standards ESRS et VSME. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Enfin, quelles ont été les annonces sur les évolutions de ces standards? Quelle place respective ils devraient occuper à l'avenir? Voilà, donc est-ce que peut-être, Julien, je ne sais pas si lequel des deux, Pierre ou Julien, vous connaissez le mieux ces sujets-là, mais j'aimerais qu'on puisse avoir un focus sur cette question finalement de la Bible sur laquelle on doit travailler pour construire, pour ceux qui doivent continuer le reporting de durabilité. Peut-être juste un mot, et puis Julien complétera. Sur les ESRS, la Commission a annoncé quelques points, puisque elle a annoncé notamment une priorisation des points quantitaires, enfin des informations quantitatives par rapport aux éléments narratifs, de mieux distinguer ce qui est obligatoire et purement volontaire entre guillemets, d'aller exclure ce qui est le moins important de ce qui est essentiel, d'être plus clair sur l'application du principe de double matérialité. Donc, parce qu'il y a, à côté de l'omnibus, il y a un working staff document qui a été publié et qui précise un certain nombre de choses, dont ce qui est envisagé pour les ESRS. Donc ça, c'est aussi un document intéressant à consulter parce que ça donne un peu la feuille de route que la commission envisage. Donc ça, c'est l'élément. Et puis après, ben, aussi, la commission s'engage à adopter les standards volontaires avec une étape intermédiaire sur la base de la proposition de l'EFRAG qui a été faite il y a quelques mois. Julien, D'accord. je ne sais pas si tu peux Peut-être compléter.
Ouais, Julien, Ouais, alors bah, toi qui as côtoyé les frags, est-ce que tu peux nous dire comment tu estimes l'évolution des ESRS et que doit-on attendre aussi de la VSME? Est-ce que la version actuelle est proche de la finale ou est-ce qu'elle va être reprise fondamentalement, d'après toi? ouais, d'abord, bonjour à tous. Et merci à Arnaud de l'invitation. Dans un moment, on l'a vu, de grande instabilité, ce qui est le pire pour planifier et mettre en œuvre les choses à la fois dans les entreprises et chez les partenaires des entreprises. De confusion, on l'a vu, parce qu'on entend tout et son contraire, à la fois de l'agitation des observateurs, d'un certain nombre d'acteurs, et beaucoup d'incertitudes, ce qui fait que je pense qu'il faudra réitérer les prochaines semaines et les prochains mois et mettre à jour tout ce qu'on se dit aujourd'hui, puisque ça n'aura qu'une véracité très courte. Euh, sur les ESRS, c'est la première question, il y a quand même pour moi trois éléments fondamentaux dans des textes omnibus tels qu'on les voit. Et je rappelle que tout ça, les omnibus, et Pierre l'a très bien dit, ce sont des projets. Hein. Donc, projet, ça veut dire que ça se débat. On est dans un état, dans un environnement de droit, avec des trilogues, avec un due process législatif européen, et on est au niveau des directives, et donc il va y avoir des débats politiques. Donc la proposition, là on est vraiment au tout début, Omnibus, c'est la proposition mise sur la table par la Commission, au regard des retours qu'il y a pu avoir, pour ajuster. Et donc, on est au début du processus. Et Pierre l'a très bien dit, avec les deux niveaux, un qui peut aller un peu plus vite que l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'ils ont été séparés. Le stop de clock plus rapide que tous les éléments de contenu de l'information à reporter, qui, lui, va nécessiter certainement beaucoup plus de débats, de dialogue et de temps pour atterrir. Sur les ESRS, alors on n'est pas au niveau de directive, on est au niveau effectivement de l'EFRAG qui, dans l'omnibus, est chargé de cadrer une révision avec trois points importants. Un, le maintien de la notion de double matérialité qui est souligné dans l'omnibus. Il n'y a pas de remise en cause de cette approche par la double matérialité. Alors peut-être dans son exécution et dans sa démonstration, dans la façon de reporter sur cette analyse de double matérialité, ça on verra le contenu, mais le principe de la double matérialité auquel l'Europe est attachée est souligné, maintenu et reste. Et donc l'idée même que les entreprises ont reporté sur ce qui est jugé important par elles à travers leur analyse de double matérialité ne changera pas. On aurait très bien pu avoir une Ouais. réflexion de dire, bon, bah, on a vu ce que ça donne, on fait, je sais pas, S1, E1, S1, G1 obligatoire pour tout le monde, et puis après le reste, vous reportez ce que vous voulez. Non, c'est pas cette approche-là d'obligation, de minimum, mais on garde sur cette approche-là. On verra comment ça évolue. Le deuxième Excuse-moi, est-ce que, sujet avec important, bienveillance, je peux te demander d'être plus bref dans ouais, tes réponses, parce volontiers. qu'on va avoir beaucoup de Le questions, donc deuxième abordez-les rapidement. sujet, c'est la suppression des ESRS sectoriels, puisque dans le projet initial, on allait lancer les travaux sectoriels. Hein. Donc, les ESRS sectoriels, ça, sont clairement supprimés. Et donc, il n'y aura plus de réflexion sectorielle et on restera à des standards ESRS génériques pour tout le monde, avec toujours bien sûr cette notion certainement d'entité spécifique qui fait que chaque entreprise adapte son reporting à sa situation. Et enfin, il y a cette notion de révision. Révision, et là, je pense que la première année va être une bonne expérience. Je pense, moi, pour ma part, il faut attendre la fin du match. Là, les entreprises, elles sont en train de reporter, les premiers rapports sortent, et que on a peut-être réagi, et certaines parties prenantes ont réagi euh, sur la phase intermédiaire d'élaboration des informations, potentiellement à juste titre, hein, mais sans attendre le résultat. Donc là, on va voir les premiers rapports, on va en tirer les conséquences, faire le bilan de ce qui est faisable, pas faisable, des ESAS qui sont bien écrites, pas bien écrites, qu'il faut préciser, qui sont utiles, moins utiles. Et je pense que collectivement, à travers les FRA, il y aura un travail d'ajustement. Alors, ajustement, à mon sens, il n'y a pas le mot de ultra simplification, voilà, il y a simplifier, enfin, il y a améliorer le dispositif, le rendre plus pertinent par rapport aux besoins des parties prenantes et de la faisabilité par les entreprises, avec certainement un sujet coût-bénéfice, mais
les sujets de fond, on reviendra après sur le fond et nos recommandations pour les démarches développement durable des entreprises. Le fond des sujets, on fait toujours face à des enjeux climatiques, on fait toujours face à des enjeux de biodiversité, on a toujours des sujets sociaux majeurs, on a toujours des problèmes de résilience et de risque dans les chaînes d'approvisionnement. Je veux dire, les sujets objets du reporting, ils vont pas changer radicalement, hein. Peut-être que dans la forme et dans Si je les puis me niveaux de permettre, détail, ce sera le cas. Mais donc cette révision, c'est plutôt une belle opportunité de tirer bénéfice de cette première année, de cette expérience et d'affiner. En revanche, tout ça va prendre du temps. Comme l'a dit Pierre, la révision par les FRAG, d'abord, doit attendre aussi les transpositions des 2 directives, et même si ça va commencer en parallèle, et va certainement prendre un peu de temps, ce qui pose beaucoup de questions sur la prochaine clôture 2025, parce que tout ça ne sera pas en cours, mais on parlera peut-être tout à l'heure ensemble des mois qui d'accord. arrivent. Peut-être, Julien, 3 questions et si tu peux faire une réponse la plus brève, même si c'est beaucoup d'incertitudes, sur les ESRS pour finir ce chapitre. Première question, est-ce qu'on peut s'attendre à une restructuration complète des ESRS tels qu'on les connaît, ESG? Deuxième question, quelle est selon toi l'estimation du niveau de simplification? On a entendu 80%, est-ce qu'on sera plutôt à 50, 20%? Voilà. Et troisième question, même si c'est difficile, quel serait le calendrier et à quelle échéance pourrait-on espérer avoir les nouvelles ESRS? Alors, merci de ces 3 questions. Je pensais avoir répondu à la question d'avant sur le fait que je pouvais absolument pas répondre à ces questions. Bon, je voulais te... Euh, Mon te don- intuition, après c'est personnel, ça n'engage que moi, mais mon intuition, c'est qu'on demande quand même à l'EFRAG de s'auto-réviser, de s'ajuster. Je le rappelle que l'EFRAG, c'est pas quelques bureaucrates coincés, c'est l'ensemble des parties prenantes, hein. Moi, je veux bien les critiques que les ESRS sont pas parfaites. Je suis le premier à les critiquer sur certains points. Mais pour autant, c'est un travail collaboratif entre toutes les parties prenantes qui a mis 2 ans avec plein de consultations en continu où les entreprises, les investisseurs, les ONG, etc., tout le monde a été partie prenante. Je suis un peu étonné de ces retours, qu'il faille améliorer et qu'il y ait un processus de démarche continue, de progrès continu, c'est essentiel. Et à mon sens, c'est ça qui va se passer parce que on va pas te faire écraser tout et partir à zéro. Je n'y crois pas. Je pense que ce sera un processus d'amélioration en tenant compte du bilan, de ce qui marche et ce qui marche moins bien. La D'accord. deuxième question, c'est le calendrier, ou la troisième, je n'ai absolument pas la réponse, mais je pense que ça va prendre du temps, ne serait-ce que parce que c'est multipartie prenante. Et puis les points de données à Du alléger, temps, ça je veut ferai dire très, plus d'un an et demi? ouais, je ne pense pas que ce soit fini avant 2025, cette histoire, hein. Le temps de faire le bilan, je pense que pour la clôture 2025, c'est mon intuition, encore une fois, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense on aura les mêmes ESRS pour la prochaine clôture et qu'on sera dans une certaine continuité avant des évolutions. Il n'y a pas à court terme à attendre des points de données qui disparaissent. Ensuite, sur les pourcentages, je fais très attention à ça parce que d'abord, la notion, on a parlé beaucoup de 1000 data points. La notion de data point, c'est pas une unité, un data point. Il y a des data points qui sont complexes et qui mettent du temps et qui sont un peu. Voilà. Et puis il y a des data points, c'est une simple phrase à écrire et c'est pas très compliqué. Donc, la notion de allégé de X%, à mon avis, de rime à rien. Ce qu'il faut, c'est surtout que ce qu'on demande de reporter aux entreprises et la façon de le faire avec les ESRS soit de qualité, pertinente, permettre une comparaison, soit utile aux entreprises, utile aux parties prenantes. On ne fait pas du reporting pour du reporting, on fait du reporting pour faciliter et accélérer la transition. Donc, il faut rester sur cet objectif-là. Et à mon sens, il y a quand même euh, pas mal d'entreprises, d'acteurs qui plaident quand même, notamment bien sûr ceux de la vague 1, pour une certaine continuité, hein, et de ne pas tout changer. Il y a eu beaucoup d'efforts, y compris pour la vague 2, ceux qui sont déjà préparés au reporting, d'avoir une certaine continuité. Donc je pense il va y avoir un consensus quand même pour améliorer naturellement, euh, faciliter. Moi, je fais attention à ces grands discours un peu politiques et à mon avis, un peu populiste de dire ah, je vais couper de 20%, de 25%, 30%. Ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Par contre, améliorer de 20-30% la qualité et la fiabilité des données, ça me paraît essentiel. D'accord. Tu me Alors, permets sur le merci pour tes calendrier, réponses. Arnaud, Oui, Pierre. juste un rebond sur le calendrier. La priorité, la première chose qui sera faite par la Commission, c'est les volontaires. C'est les volontaires, puisqu'en fait, c'est ce qui concernera la majorité des entreprises. Donc, logiquement, le premier set qui doit venir,
c'est la partie volontaire. Et je suis totalement d'accord avec Julien sur le fait qu'on va être sur de l'affinement pour les ESRS, y compris parce qu'il y a un élément de continuité pour les entreprises qui finalement seront concernées et qui devront les appliquer et qui ont déjà, pour une bonne partie d'entre elles, fait le boulot. Donc moi, je pense qu'effectivement, la révision des ESRS, faut pas l'attendre pour tout de suite. Le premier bloc, ça sera vraiment les volontaires. D'accord. Alors justement, c'est l'acronyme VSME. Est-ce que Julien ou Pierre, donc ce qu'on a compris, c'est que le VSME allait devenir le standard de reporting pour toutes les entreprises de moins de 1000 personnes de façon volontaire, à partir de enfin, dès que ce sera validé. Donc ce standard a déjà été publié dans une première mouture. Donc que peut-on dire de l'application de ce standard aujourd'hui et que peut-on attendre d'une éventuelle future évolution de ce standard? Julien, ou peut-être tu... Non, moi malheureusement, excusez-moi parce que vous m'invitez gentiment et je n'ai pas beaucoup de réponses à ces questions qui sont très pertinentes, mais je suis comme personne, je pense, dans les 400 qui nous écoutent, plus de 400 qui nous écoutent, et on est Madame Irma et on peut deviner ce qui va se passer. En revanche, il y a un point qui est évident, c'est que les ESRS, les 12 standards, etc., ils ont été éprouvés cette année. Donc, on a un formidable retour d'expérience. Moi, je peux vous dire, pour chaque data point, quelles sont les difficultés, pourquoi les entreprises n'y arrivent pas, pourquoi c'est peut-être pas du tout pertinent, pourquoi on a eu où est-ce qu'on a eu des sujets de méthodologiques sur les délais de paiement, sur les ratios d'équité des rémunérations, sur un certain nombre de sujets sur lesquels on a travaillé avec les entreprises cette année pour essayer de trouver des solutions à ces standards qui méritent des précisions. Si jamais on veut garder ces informations et les laisser. Le VSME, c'est un standard à ce stade assez théorique. Il n'a pas eu d'application large comme on peut le voir sur les ESRS. Donc, voilà, j'ai un peu moins de points de vue là-dessus sur D'accord. comment le faire évoluer. Merci, merci. Alors, on va passer sur la deuxième partie, parce qu'il y a énormément de questions sur concrètement, pour les entreprises qui étaient concernées, vague 1, vague 2, qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être je peux te passer la parole, Pauline, parce que tu as jusqu'à présent écouté avec beaucoup d'attention. Est-ce que tu as déjà un mot à partager sur la VSME? Est-ce que tu l'as déjà pratiqué au contact d'entreprises? Et qu'est-ce que tu pourrais raconter ou partager sur cette VSME et le rôle que tu lui vois jouer? Ouais. Bonjour Arnaud et bonjour à tous et merci Arnaud pour l'invitation. Donc la VSMeuse, effectivement, on l'a déjà pratiquée, c'est une version qui est très allégée et aujourd'hui, le principal écueil de la VSMeuse, c'est qu'elle se base pas sur une analyse de double matérialité. Et je crois que la grande réussite de la CSRD, c'est la clarté qu'elle a apportée avec la double matérialité. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, pour les entreprises qui ne sont pas encore, enfin qui passeraient sous le seuil 10 000 collaborateurs, ce qu'on leur recommanderait plutôt, c'est de garder ce qui marche bien dans la CSRD en attendant de voir ce que sera cette norme volontaire. Donc on espère que la norme volontaire ira un tout petit peu plus loin que la norme SMEuse actuelle. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous pose la question, alors du coup, à tous les trois, mais peut-être Pauline, si tu veux commencer, mais Julien, n'hésite pas à compléter. On va les prendre dans l'ordre. Donc, vague 1, les entreprises qui sont déjà parties, qui étaient des PEF, qui sont devenues CSRD, qui sont en train de publier leur rapport. Qu'est-ce que vous leur recommandez aujourd'hui? Et que doivent-elles faire? Alors, avant de répondre sur la vague 1, parce que ce que je propose, c'est déjà de considérer toutes les entreprises, parce que toutes les entreprises ont vécu ce retour omnibus qui a été vécu au-delà d'une simplification, mais plutôt comme finalement un recul réglementaire, voire même on a des directions RSE qui nous disent oui, on est soulagé de l'allègement administratif, mais on se sent aussi, bah, comme le disait Julien tout à l'heure, dans une certaine insécurité juridique. Parce que finalement, tout est au conditionnel. On l'a vu, on n'a pas les calendriers, les seuils, les sanctions, les normes d'audit et même les normes elles-mêmes, on les a pas. Donc finalement, on a aussi des directions RSE, hein, qu'elles soient plus ou moins de 1000 salariés, qui sont un peu dans l'incrédulité face à cette situation. Et, euh, et elles sont incrédules donc, de la situation d'incertitude dans laquelle elles sont, mais aussi incrédules parce que ce qu'elles voient, donc au-delà de la norme de reporting, c'est elles voient que c'est un renoncement aux instruments du Green Deal. Donc finalement, les directions RSE, voire les entreprises engagées, elles peuvent avoir ce premier mouvement de se sentir discréditées.
parce qu'elles sont parties en première ligne ou parce qu'elles, par choix ou parce qu'elles sont acculées à la transition, parce qu'elles font partie des secteurs très exposés, comme le secteur agroalimentaire, par exemple. Je travaille avec des entreprises qui sont en train de revoir leur bassin de production et elles doivent revoir leur bassin de production à horizon 3 à 5 ans. Et finalement, ce rétropédalage, il envoie un signal assez négatif sur la légitimité de la RSE. Donc finalement, toutes les entreprises, qu'elles aient plus ou moins de 1000 salariés, le premier message qu'on leur dit, c'est rassurez-vous et rassurez sur la légitimité de votre démarche RSE. Bon, Le c'est important de le deuxième rappeler. message, Merci. voilà, et je pense que c'est vraiment un message important. Le deuxième message, c'est celui de poursuivre les plans de transformation, parce que comme le disait Julien tout à l'heure, si les textes évoluent, les enjeux restent. Et je crois que c'est vraiment très important, et ça rejoint ce message que je vous donnais tout à l'heure sur la double matérialité. Je crois que c'est très important d'être bien au clair sur le fait qu'il n'y a aucune entreprise qui perd en compétitivité quand elle gagne en clarté sur ses impacts, ses risques et ses opportunités financières. Donc, une fois que la double matérialité a mis en lumière les sujets stratégiques des entreprises, on exhorte vraiment les entreprises à commencer sans tarder leur plan de transition. Et quand on dit plan de transition, on sait ce qu'il y a derrière les IROS, les impacts, les risques et les opportunités. Derrière les IROS, c'est les IROS majeurs, hein, c'est des enjeux de continuité d'activité. Et donc, derrière, continuité d'activité pour les entreprises, ça veut dire souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle et sanitaire. Donc concrètement, aujourd'hui, on travaille avec des industries qui ont des risques d'adaptation, mais des risques forts, c'est-à-dire des risques d'actifs échoués, des risques de rupture d'activité. On travaille avec le secteur agroalimentaire, on l'a dit, qu'il y a des risques vraiment de continuité d'approvisionnement, de volatilité des prix, avec le secteur pharmaceutique qui nous parle vraiment d'enjeux de souveraineté sanitaire. Et donc finalement, poursuivre ces plans de transition, c'est une réponse au discours ambiant qui est que la RSE nuirait à la compétitivité. Et donc, c'est apporter une réponse et de dire, en fait, sans souveraineté, la compétitivité, elle ne restera pas longtemps, elle ne durera pas longtemps. D'accord. Alors merci parce que ça permet déjà de mettre un pied sur ce qu'on envisageait sur l'ouverture, sur le fait que tu l'as très bien dit, les sujets demeurent malgré tout et on a beau faire l'autruche, ils n'ont pas disparu. Est-ce qu'on peut revenir maintenant, parce qu'il y a beaucoup de questions, sur les éléments très court terme, parce que beaucoup de personnes sont un peu perdues en entreprise ou en conseil. Donc on revient à la vague 1. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à un client, une entreprise qui est concernée par la vague 1? Alors, nous, ce qu'on dit à une entreprise de la vague 1, c'est continuer à utiliser le reporting comme instrument de pilotage, donc comme outil de pilotage, et peut-être dans l'attente de normes ESRS qui seraient allégées, peut-être donner encore plus la priorité à la stratégie. Donc pour la vague 1, pour nous, la CSRD, c'est l'occasion de se dire, dès cette année, en fait, la stratégie, les plans de transition redeviennent prioritaires sur le reporting. Avancez vos plans de transition et vous pourrez avancer votre rapport CSRD l'an prochain. D'accord. Donc une bascule plus stratégique que comptable ou de reporting. Très bien. Oui, moi Voilà. je dirais quand même pour la vague 1, il y a quasiment pas de changement. Et j'ai envie de dire tant mieux pour elle, parce qu'avec les travaux qu'on a fait ces derniers mois, qu'elles ont menés pour avoir les rapports de durabilité CSRD sont en train de sortir. Et franchement, dans le backlash en blanc, je vous encourage à suivre ceux qui sortent là jour après jour. C'est moi, je trouve de bonne qualité. Alors, c'est pas agréable à lire, hein, c'est un bottin avec tous les points, c'est structuré, c'est standardisé, c'est normalisé, c'est pas une plaquette de com. Mais je trouve que de manière générale, dans les premiers qui sortent là, et puis je l'ai vu avec les clients que j'ai pu accompagner ou auditer, il y a quand même une très grande qualité de reporting. Et c'est assez proche des exigences de la CSRD. Je fais partie de ceux qui pensent que les auditeurs n'ont pas été méchants, mais ont plutôt facilité ce niveau de qualité qui, au final, est publié dans l'analyse de double matérialité, dans la façon de reporter. Alors, il y a je ne dis pas pour autant que tout le système de la CSRD est parfait. Mais pour les entreprises de la vague 1, vraiment, le message principal, c'est Omnibus ne vous concerne quasiment pas. On a effectivement cette fourchette d'entreprises de 500 à 1000 entreprises qui est très spécifique. 500 des
Alors, je ne sais pas si le problème vient de Julien Mm. uniquement ou de... Non, j'ai On l'impression que n'entend plus c'est... Julien. Mm. Ouais. Bon, Julien a un problème de connexion. Pauline, du coup, on attend que Julien se reconnecte. Que fait-on des entreprises qui sont justement sur cet intermédiaire 500 000 de la première vague? Alors, ça, c'est un vrai cas particulier. Donc, celles qui sont entre 500 et 1000 collaborateurs qui ont reporté donc, en 2025 sur l'exercice 2024 ou qui vont reporter 2024 et qui vont publier en 2025 parce qu'elles ont une clôture décalée, elles pourraient n'être soumises à la CSRD que pour 1 an ou 2 ans. Donc, ces entreprises, c'est encore le même message qui reste, c'est-à-dire donner la priorité à vos plans de transition. Et après, les entreprises qui ont reporté dès cette année, c'est généralement les entreprises qui sont très au clair sur leurs impacts, leurs risques et leurs opportunités. Et donc, c'est des entreprises qui ont compris et qui se sont déjà saisies en fait du reporting CSRD. D'accord. Euh, voilà. Je Donc, pense s'il qu'il fallait résumer, pardon, et je te laisserai par le Pierre. Donc, en gros, ouais. ça ne change pas grand-chose pour la première vague, sauf cette frange d'entreprises qui sont potentiellement non soumis à l'avenir. Et la recommandation lourde que vous faites tous, c'est on continue. Évidemment, on n'abandonne pas, quitte à orienter plus de moyens sur l'action et la vision stratégique que l'exercice comptable et de reporting. Oui, Pierre? c'était dans ce sens-là que je voulais abonder, c'est-à-dire il faut continuer puisque en l'état l'obligation est là de toute façon tant que on n'a pas éventuellement modifié les textes français. Mais en revanche, je pense que ce qu'on peut acter des incertitudes et des mouvements législatifs, c'est que ça il y avait une forme un peu de surinterprétation à prendre les textes anciens comme un carcan qui enfermait et qui faisait perdre la dimension stratégique. Je pense que l'incertitude doit être utilisée dans ce sens que c'est un message adressé aussi de dire appropriez-vous davantage ces différents éléments et faites ça n'est pas un carcan, c'est plutôt quelque chose dans lequel vous pouvez naviguer en fonction de vos spécificités, de vos caractéristiques. D'accord. Je pense qu'il faut utiliser l'incertitude et la prendre comme ce signal-là de exploser le carcan mental d'une certaine façon et prenez les choses en fonction aussi de vos caractéristiques et sans vous enfermer dans un stress de carcan parce que compte tenu des incertitudes, il n'y aura pas d'application rigoriste par définition. D'accord. Alors, merci. On va maintenant se concentrer sur la deuxième vague, qui est celle qui soulève le plus d'interrogations et le plus d'incertitudes, parce que clairement, on est prise dans des dilemmes d'interprétation. Donc, même question, pour les entreprises de la deuxième vague, quelles sont les recommandations que vous portez aujourd'hui? Alors, pour les Pauline. entreprises de la deuxième vague, donc c'est-à-dire les entreprises qui seraient soumises dans 2 ans, ce qu'on leur recommande, c'est qu'elles ont 2 ans pour mettre en Alors, œuvre la qui étaient CSRD. soumises cette année et qui devraient l'être dans 2 ans si le stop the clock passe rapidement. Merci pour la précision. 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour mettre en œuvre un projet de transformation comme la CSRD, parce que c'est vraiment un projet important et les entreprises qui se sont préparées ont vu que c'était vraiment une course contre la montre. Donc 2 ans, c'est le temps qu'il faut. Donc c'est sûr que l'inconfort qu'on a, c'est qu'on n'a pas les normes définitives, donc les normes revues et potentiellement allégées, mais on a déjà avec la CSRD tout un ensemble de normes qui servent de structure et en fait, finalement, qui ont créé un précédent. Donc, si on est une entreprise euh, potentiellement de la deuxième vague, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avancer et qui sont structurantes et pour le reporting et pour la démarche RSE. Donc, c'est le cas du modèle d'affaires, par exemple, de la chaîne de valeur, de l'analyse de double matérialité, donc que les entreprises peuvent vraiment commencer à travailler puisque c'est vraiment ce qui apporte de la clarté. Et l'analyse de double matérialité, c'est vraiment la base de la conduite du changement en entreprise, parce que c'est ce qui permet vraiment de mettre tout le monde d'accord sur les enjeux majeurs. Ensuite, si on regarde vraiment les normes elles-mêmes, en fait, sur les ESRS qui comptent, la norme, ça reste un très bon guide. Donc, par exemple, sur le sur le SRS 2, donc qui porte sur la gouvernance, la présentation de la stratégie, il n'y aura pas de downsizing sur le SRS 2. C'est pas possible, en fait. C'est tellement structurant pour une démarche RSE que toute entreprise peut commencer à structurer sa gouvernance. C'est pareil pour le climat. En fait, le SRS E1, il est tellement inspiré de ce qui existait auparavant avec la TCFD que ça reste aujourd'hui le meilleur guide, même pour structurer une démarche climat. Et puis, en fait, il y a aussi d'autres éléments qui vont parler à tous ceux qui ont préparé leur rapport de durabilité cette année et qui, je pense, resteront, que ce qu'on soit soumis
à la CSRD ou pas, c'est les MDR. Donc les MDR, c'est ces fameuses caractéristiques qui font qu'une politique est une politique, qu'une action est une action. Et donc ça, en fait, c'était quelque chose qui était déjà très pratiqué par les agences de notation extra-financière, par les experts, de considérer qu'une politique ne peut être une politique que si les engagements sont précisés, que s'il y a un portage et une gouvernance en interne, que si la politique est opposable, c'est-à-dire s'appuie sur des textes de référence. Et donc ça va rester et ça va servir à la fois à consolider les démarches et à la fois à consolider les rapports. Et D'accord. puis, comme le rappelait Julien tout à l'heure, en fait, les normes, elles ont beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de points de données qui sont inopérants ou qui sont abscons, mais n'empêche qu'ils sont très structurants et qu'ils ont synthétisé beaucoup de pratiques de place. Donc, les entreprises de la deuxième vague, vous pouvez commencer à avancer avec encore plus de pertinence en vous servant vraiment des normes ESRS comme guide. Et puis, les autres, celles qui souhaitent avancer dans leur structuration de leur démarche, bah, sachez qu'il y a quand même de très bonnes choses à prendre dans la CSRD pour aider à structurer vos feuilles de route. D'accord. Alors, si j'essaie de concentrer sous ton contrôle, et je laisserai après la parole à Julien s'il veut compléter, mais donc on a deux effets sur les annonces, un report de calendrier et un niveau de seuil qui va être différent. Donc sur le calendrier, ce que tu dis, c'est bah, finalement ça nous fait gagner du temps. Et ça permet de mettre en place sereinement une vision plus stratégique et moins portée sur le tick the box dans la précipitation. Et sur les seuils, dans tous les cas, ta recommandation, c'est de continuer à avancer quoi qu'il en soit, si ce n'est qu'il faut reconnaître qu'il y a des entreprises pour qui ça devrait être obligatoire au-delà de 1000 et pour lesquelles ça deviendra désormais optionnel en deçà de 1000. Mais dans tous les cas, vous encouragez à cette réflexion parce que, comme tu le disais, les sujets existent. Et est-ce que tu peux juste en un mot nous dire quelle est l'attitude des entreprises qui sont vos clients ou vos prospects sur cette tranche de 150 000? Que font-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils ralentissent? Est-ce qu'ils arrêtent? C'est une très très bonne question. Il y a 2 jours, je t'aurais dit que tout le monde continuait parce qu'on travaille plutôt avec des entreprises engagées. Alors aujourd'hui, j'aurais une réponse un peu plus nuancée. Donc je dirais que la CSRD, ça a été vraiment quelque chose de très éclairant et qui a éveillé les consciences au niveau des directions. Donc on a eu plusieurs entreprises qui sont arrivées vers nous par la contrainte de la CSRD et qui ont compris la portée stratégique finalement de l'analyse de double matérialité. Et donc parmi ces entreprises qui y allaient plutôt sous la contrainte, aujourd'hui on a 2 types d'entreprises. On a des entreprises qui arrêtent la transformation parce qu'elles vont voilà, elles n'ont pas encore commencé leur analyse de double matérialité et donc elles vont donner la priorité à d'autres projets de transformation. Et puis, on a les entreprises qui ont déjà fait leur analyse de double matérialité et donc qui ont vu surgir en fait les sujets majeurs, qui se sont en fait tout le COMEX s'est mis autour de la table pour décider ensemble de quels étaient les risques et opportunités financiers majeurs. Et une fois qu'on s'est tous mis d'accord autour de la table, bah, on voit en fait la portée des enjeux et on se rend compte que Mm. la RSE c'est pas quelque chose d'adventiste, mais c'est quelque chose dont on a besoin en fait de manière stratégique sur son marché. D'accord. Donc, enseignement, c'est que cette analyse de double matérialité elle est très, très pertinente et c'est un très bon point d'entrée pour conjuguer la vision des enjeux RSE, enfin ESG et des enjeux business. Julien, merci de Oui, rejoindre. Je je- vais te laisser parler aussi peut-être désolé, sur j'ai eu les une aspects petite. d'audit. Oui, oui, on avait compris. Alors, j'ai une question très technique pour commencer, puis après, je te laisserai peut-être donner aussi ton point de vue d'auditeur sur ce que ça va dire pour vous. Mais les entreprises de la vague 2 doivent voter en AG, désigner leur CAC pour le contrôle qui était prévu. Que leur recommandes-tu aujourd'hui de faire? Alors, Doivent-elles voter un CAC ou pas? c'est une bonne question. Bah, en l'état actuel des textes, l'omnibus n'est pas transposé, il n'y a pas il n'est pas fini, hein, c'est ce qu'on a vu en première partie. Donc, il y a un texte qui s'applique aujourd'hui en France, la CSRD est transposée et les vagues 2, elle est concernée, etc. Comme les AG sont en mai-juin, la recommandation, c'est pas la mienne, mais des discussions qu'on a pu avoir entre confrères et avec nos clients, hein, surtout, en échangeant avec nos clients, c'est plutôt de proposer d'être nommé. Alors, je suis mal placé pour dire ça, parce qu'on va encore dire qu'on est opportuniste et qu'on essaie de se faire nommer. C'est pas le sujet, c'est pour éviter d'avoir à refaire une AG si jamais il y avait des obligations derrière avant 2025, quitte à effectivement bah, ne pas faire les travaux et faire un rapport de carence, ce qu'on appelle, si jamais il n'y avait pas d'obligation alors qu'on avait été nommé. Donc, par précaution, la recommandation, c'est plutôt de nommer un auditeur de durabilité de votre choix. Ça, c'est la question. Je crois que mon ami Gérard Choun a répondu dans le chat et je suis aligné avec cette réponse. Pour rebondir, moi, sur les vagues 2, il y a un autre élément qui est très complexe pour elles,
c'est que là, c'est le grand niveau d'incertitude et de complexité, puisque la DPEF, parce qu'on peut dire, bah, ça fait un retour à la DPEF, puisque la CSRD n'est pas applicable, le scénario, ce sera un retour à la DPEF, puisqu'elles sont concernées par la DPEF. Seulement, non, ça ne marche pas parce que visiblement, ce que je comprends des juristes et sous contrôle de Pierre, c'est que la DPF, elle a été écrasée. Maintenant, à partir au 1er janvier 2025, ça n'existe plus, le texte ancien. Ça existait pour les clôtures 2024, pour les entreprises qui n'étaient pas concernées encore par la CSRD, mais pour l'année 2025, ça n'existe plus. Et donc, on ne sait pas. Donc, je sais qu'il y a des discussions en cours et des réflexions au niveau du Trésor pour savoir comment gérer ce trou, puisque elles ne seront pas encore, si on comprend Omnibus, concernées par la CSRD et plus concernées par la DBEF. Donc là, ça fait un trou. Alors, je passe les questions sur les SAS, etc. On n'en est pas à ce niveau-là de finesse, puisque rien que savoir ce que font les entreprises qui étaient en DPEF cette année, non cotées, et qui s'étaient préparées à mettre la CSRD en place pour 2025, ben là, on ne sait même pas ce qu'elles doivent faire. Et en plus, on leur dit, mais nommez quand même un auditeur de durabilité par précaution. Donc, vous voyez D'accord. le flou. Et question En posée, revanche, que oui. risque-t-on si on ne nomme pas son CAC en AG pour les entreprises de l'AVEC 2? Potentiellement une sanction pénale. Et alors, sous réserve évidemment que ça soit poursuivi, mais c'est pas sûr que le parquet poursuive, mais potentiellement l'État une sanction pénale et puis des problématiques de nullité de délibération. D'accord, merci. Et peut-être un autre point important sur la vague 2 pour rebondir sur les points de Pauline que je soutiens absolument parfaitement. Je pense qu'il faut vraiment, le message pour moi, pour les entreprises de la vague 2, c'est profiter de ces 2 ans pour mettre en place de manière progressive la CSRD. Le sujet, elle arrive, on va pas peut-être qu'il y a un petit recul sur la façon de reporter, la nature des normes, les entreprises éligibles, mais le besoin de reporting sur nos sujets, de transformation surtout sur ce sujet, il ne change pas, on est d'accord. La question, c'est, bah, vous avez 2 ans de plus pour aller vers une CSRD conforme. Peut-être que ça changera dans certaines modalités sur ce qui est attendu, mais on verra au fur et à mesure du chemin. En tout cas, dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, parce que certains l'avaient déjà bien anticipé, de commencer, parce que ça vous permet d'être progressif. Le décalage de 2 ans, il est pour faciliter l'implémentation des entreprises. Il n'est pas pour suspendre pendant 2 ans, pour qu'après, dans 2 ans, les entreprises se disent ah, bah, il ne me reste plus que 6 mois pour y porter. Donc, il faut bénéficier de ces 2 ans. C'est plutôt une opportunité pour nos entreprises. Je vais vous dire de manière très égoïste, entre mobiliser plein de troupes pour pouvoir servir les clients dès l'année prochaine, recruter en urgence, former en urgence, avoir le niveau de qualité, etc., et avoir le temps sur 2 ans, objectivement, pour un acteur comme moi, c'est presque plus progressif et on va le faire, ce sera plus tranquillement, hein, mes nuits seront meilleures. Mais au-delà de ça, c'est une chance pour les entreprises. Donc faisons un plan progressif. Commençons par la DMA, peut-être. Pauline a entièrement bien dit, le climat, reporter sur le climat en s'inspirant de SRSE1, c'est pas une perte de temps, hein, parce que SRSE1, de toute façon, s'appuie sur la TCFD, s'appuie sur beaucoup de référentiels qui, de toute façon, s'imposent progressivement. Donc, peut-être pas tout d'un coup, c'est votre chance, mais de manière progressive, et puis en tirant le bilan de la vague 1, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et je pense que les acteurs comme Pauline, nous et d'autres, peuvent faire bénéficier aux entreprises de la vague 2 dès maintenant de ce qu'on a appris sur la vague 1 pour mieux les préparer et que ce soit peut-être un peu moins traumatisant que certains ont pu, ce que certains ont pu vivre si on entend quelques retours. Alors Julien, parce qu'on a déjà débordé un peu, je pense qu'on va s'autoriser de déborder encore un tout petit peu, ne serait-ce que pour vous laisser vraiment un mot de conclusion chacun. Mais je voudrais t'entendre sur les dispositifs d'audit hein, qui ont été aussi pointés du doigt dans l'Optimus. Aujourd'hui, en tant qu'auditeur, qu'est-ce qui va changer suite aux annonces? Est-ce que vous allez mener vos travaux différemment? Est-ce qu'ils seront moins profonds, moins intenses? Et est-ce que les modalités d'application de l'audit ont été et les seuils d'audit ont été modifiés? Alors, l'audit s'applique dès lors que la CSRD est obligatoire hein, à ce stade. Donc, a Il y a une priori, équivalence publication en audit. exactement. Donc ça, il n'y a pas de décalage que je vois à ce stade dans Omnibus, de dire il y en a qui auraient une obligation de reporter, mais pas d'être audité. Ça va. Le changement, c'est qu'il n'y a plus cette perspective d'assurance raisonnable à terme. Moi, personnellement, je n'y ai jamais cru. Donc, voilà, je pense que c'est une perspective de dire, et on comprend la logique, de dire il faut un niveau de qualité de l'information proche de l'information financière.
on comprend l'esprit et je pense que tout le monde s'inscrit là-dedans. À partir du moment où c'est utile et qu'il faut le reporter, il faut que ce soit de qualité et que ça veuille dire quelque chose. Cependant, l'obligation d'avoir une assurance raisonnable, moi, j'ai jamais trop cru, donc que ce soit supprimé, pour moi, ne change pas vraiment quelque chose qui était pas vraiment réaliste à mon sens ou qui n'allait pas arriver. Ça, c'est un point de vue, encore une fois, personnel. Euh, on a, comme tout le monde, des bilans à tirer hein, de cette vague 1. Alors, effectivement, on a dit on est trop pointilleux. C'est pas qu'on est trop pointilleux. Alors, peut-être que certains ont eu. Moi, ça s'est très, très bien passé avec mes clients. C'était constructif, collaboratif. On a dit quand on n'était pas d'accord, l'analyse de double matérialité. Bah oui, il y a des entreprises qui ont compris que quand on était beaucoup moins de choses matérielles, ça faisait beaucoup moins de reporting. Donc, on disait, bah là, ça ne va pas être les pratiques de place. Là, ce n'est pas cohérent avec ce que vous reportiez avant. Ce n'est pas cohérent avec vos actions et vos engagements, parce que vous avez des actions et des engagements sur la biodiversité. Puis là, vous nous expliquez que c'est finalement pas matériel. Ce n'est pas cohérent avec ce que vous dites. Donc, on a eu des discussions, des échanges sur la chaîne de valeur, sur un certain nombre de... Mais ça a été extrêmement constructif. Alors, certains l'ont vécu un peu comme... ça peut être j'entends tendu par moments. Ce n'est pas le cas avec mes clients où c'était très collaboratif et on a expliqué quand on n'était pas d'accord pourquoi. Et au final, je pense qu'on va avoir des rapports de durabilité de grande qualité parce qu'il y a eu cet échange extrêmement riche. Et on a tous appris les uns des autres. Alors après, dans les méthodes d'audit, on restera sur une assurance limitée dans un cadre international qui est en cours de modification avec l'ISA 5000, pour être très technique, qui finalement, à ce stade, change pas grand-chose, puisque ce n'est pas des lignes directrices très précises sur comment on fait les tests. Et heureusement, chacun a ses méthodologies, puisque c'est une approche par les risques. Donc, c'est l'auditeur qui fixe son cadre, ses risques et la façon d'agir. En revanche, il y a des lignes directrices de la H2A qui cadrent les travaux, qui cadrent la façon de conclure, qui cadrent notre rapport. Ben, ça, c'est à voir avec la H2A si elle pense qu'elle va changer ses lignes directrices applicables en France dans les mois et qui vont venir, mais je ne crois pas que ce soit là-dessus qui est le gros du sujet. D'accord. Et une question Encore une pratique. fois, on vérifie par rapport à des standards. Si les standards sont simplifiés, allégés, plus clairs, ça va plus vite et c'est plus simple que si ils sont extrêmement complexes, pas toujours lisibles, avec beaucoup de zones d'interprétation. C'est ça Mhm. le sujet de fond. Et peut-être une dernière question, parce que c'est remonté dans la presse, hein, donc ces informations qui ont été partagées, on a pu reprocher à la profession d'audit là, sur l'application de la CSRD une approche un peu tatillonne et avec des montants de commission assez jugés élevés. Est-ce que ces points-là vont être revus, penses-tu, par la profession, avec des Bah, commissions plus accessibles et peut-être un peu plus de travail sur la je, pertinence et moins sur la fiabilité? J'ai entendu les critiques. Bon, quand on veut, voilà, il y a certainement, je ne juge pas, moi, je les partage pas. Alors, que le montant soit important, peut-être par rapport à ce qu'on faisait sur l'OTI, oui, mais enfin, ça n'a plus rien à voir. Vérifier la double mat, l'application, la conformité aux ESRS et la taxonomie, et sur certains groupes, la taxonomie, ça peut être un peu complexe, ça n'a rien à voir avec regarder rapidement une DPEF. Excusez-moi, hein, je le faisais avant et je dénigre pas ce travail. J'étais au TI pendant longtemps sur les DPEF, mais ça n'a absolument rien à voir. Si on ramène, et vous verrez, moi j'ai beaucoup poussé depuis 2 ans pour que les honoraires soient transparents, soient publiés. Comme ça, chaque partie prenante est juge. Donc avant de dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, etc., je sais pas, c'est toujours un jugement de valeur. Regardons ce qui va être publié, les montants, ce sera public et les parties prenantes jugeront si 5 à 10% des honoraires d'audit financier, c'est beaucoup pour vérifier de la durabilité ou pas. C'est un jugement de valeur. Certains disent il faut 30%, d'autres il faut 2%. Bon, il n'y a pas de réponse à ça. En revanche, en termes de travaux, je peux vous dire qu'en tout cas, en ce qui me concerne et mon cabinet, on a passé pour cette première année beaucoup plus de temps que ce qui a été vraiment facturé. On n'a pas pris une part d'investissement massif parce qu'il a fallu former les équipes, bien sûr, et parce qu'il a fallu découvrir des situations, des textes, et on n'a pas du tout, enfin, on a pris une part d'investissement à notre charge par rapport au nombre de jours passés, par rapport au nombre de jours facturés, parce qu'on a considéré qu'il y avait une phase d'apprentissage aussi pour nous, d'échange, et puis parce qu'on a fait des budgets en amont sans connaître totalement comment ça allait se dérouler, puisque c'était une première année. Donc tout ça, il faut faire le bilan sereinement. Et bien évidemment, je suis partie prenante quand je dis ça, mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à des phrases qui vont peut-être un peu vite. Il y a eu le sentiment que c'était cher, j'entends, pas partout, hein, pas pour tout le monde. Bah, voilà, regardons la réalité des pratiques, faisons le bilan
et regardons pourquoi. Moi, j'ai l'impression que par rapport au volume de travail qui a été fait et à la qualité de l'accompagnement et des échanges, peut-être qu'on peut s'améliorer très certainement, mais je ne pense pas que ça a été totalement excessif par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs sur les comptes notamment. Merci, très bien. Alors, pour finir, parce qu'on a déjà débordé, je voudrais vraiment qu'on puisse aborder, mais très vite, ce dernier temps. Je vais vous donner la parole à tour de rôle. Si vous pouvez vraiment, en quelques mots, moins d'une minute, partager votre sentiment sur l'épisode qu'on a traversé, les enseignements qu'on peut en tirer, et puis quelle attitude et quel ajustement apporter dans toujours la nécessité, malgré tout, de porter la transformation des entreprises vers plus de durabilité. Alors, Pierre, est-ce que tu veux commencer ce tour? C'est compliqué. Je dirais on n'est pas au bout on n'est pas au bout du chemin. Et l'objectif vers lequel on tend, c'est d'arriver à un équilibre entre la contrainte et une certaine flexibilité dans la mise en œuvre. Ça vaut pour les différents textes qui sont concernés par l'omnibus. Ça va bouger. Ce qu'on a aujourd'hui dans les projets omnibus, c'est pas ce qu'on aura comme texte à la fin. Donc il faut relativiser, il faut pas se poser des questions ultra techniques sur les textes, sur le projet tel qu'il est et commencer à le prendre comme quelque chose d'extrêmement contraignant puisque ça n'est pas du tout euh, ce qui va arriver. Il y avait une question dans le chat qui faisait remarquer qu'il y a un endroit mentionnait 500 salariés et pas 1000. Rien que les seuils vont certainement évoluer. Le point de départ de la commission, c'était 500, en tout cas pour certains commissaires, pour d'autres, c'était pas ça. Donc, ça va bouger. Il n'est pas impossible que le seuil de 1000 descende. Donc, il faut, voilà, il faut aussi se dire qu'on est aujourd'hui face à des projets qui sont loin d'être aboutis. Donc, D'accord. voilà, je pense que c'est le principal message. Donc, c'est d'être je vais pas dire serein, mais en tout cas prendre de la distance, du recul. Et donc, dans cette perspective-là, avoir ce que je disais tout à l'heure, un peu une sensation plus grande de souplesse et de liberté pour encore une fois, se réapproprier ces sujets-là et vraiment leur donner la dimension stratégique que Pauline évoquait, pour que les entreprises se mettent dans cet état d'esprit que, ben, oui, c'est nécessaire la transition, il faut la prendre à bras le corps et finalement, ils sont moins contraints par les textes que par les raisons pour lesquelles cette transition s'impose. D'accord. Merci. Donc, gardons la tête froide et saisissons l'opportunité malgré tout d'un virage plus stratégique. Julien, veux-tu aussi partager quelques réflexions? Oui. Oui, moi la réflexion, c'est, et notamment pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont en interne en entreprise, il y a une certaine détresse parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie, parce que souvent ils portent ces sujets en interne et ils peuvent se sentir avec ces backlash, ces retours un peu moins soutenus. Et donc le premier message, c'est vous n'êtes pas seul, on va se serrer les coudes et vous êtes là. Deuxième message, on va aussi soutenir sur ce que je crois véritablement et ce que je disais, c'est que prenons ces changements comme une chance d'avoir un reporting plus pertinent et de travailler avec les FRAG pour que s'investir auprès des FRAG pour les parties prenantes pour que les ESRS soient de meilleure qualité et qu'on tire profit. Mais c'était la première année, c'est normal que ce soit pas parfait. Je suis le premier à en critiquer et trouver des DP absolument ridicules, mais pour autant, c'est normal, il fallait bien une base de départ. Et ben, on va l'améliorer et rentrons dans cette logique de progrès continu plutôt que de critiques virulentes. Et puis, il y a 2 ans, eh ben, il y a 2 ans, si c'est validé bien sûr, c'est pas 2 ans à rien faire, c'est 2 ans au contraire à se préparer, à y aller plus progressivement, à reprendre le temps de consolider les bases. Et les bases, c'est vraiment que ce reporting serve la transformation. La CSRD n'aurait jamais dû s'éloigner de son ambition de départ, qui était d'accélérer la transformation, d'aider les entreprises à se questionner sur leurs vrais enjeux, à un niveau stratégique, à un niveau en impliquant la gouvernance, et faire en sorte que les données qui sont partagées aux parties prenantes soient de qualité et soient comparables. C'est ambitieux, ça met du temps, ça ne se fait pas certainement en une année, et je trouve qu'on fait un jugement de valeur et des critiques
un peu tôt et qu'on a un peu compté les buts avant la fin du match, si je peux me permettre, parce que la première année n'était même pas finie, qu'on fait une révision avant même d'avoir fait un diagnostic rationnel de cette première année, qui, à mon avis, est beaucoup moins, même si on a vu les pressions, et on comprend les raisons de cette omnibus, qui sont plus politiques que sur la réalité de ce qui a posé difficulté, qui est totalement ajustable, améliorable. Et quand bien même il y a une part pour les auditeurs, j'en prends ma part, comme il y a des améliorations sur les ESRS, sur tout le monde, puisque c'est une première année, tout le monde a s'est amélioré. Ben, je pense que, voilà, et donc repositionnons-nous de manière active dans cette démarche de progrès sur le reporting ESG, sans en lâcher son importance et sans remettre en cause l'absolue nécessité d'avoir un reporting ESG de grande qualité pour accélérer les transformations et pour faire que nos entreprises soient plus compétitives et résilientes. Merci. Et Pauline, veux-tu aussi conclure sur la façon dont tu perçois Euh, oui. cette Merci. période? Merci Arnaud et merci Pierre et Julien pour toute la clarté apportée et dont nous avons tous grandement besoin. Donc moi, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous de grands partisans de la simplification et je suis moi-même une ardente partisane de la simplification. Je veux rappeler que rien n'est joué aujourd'hui pour Omnibus et je veux aussi rappeler ce que nous ne voulons pas pour Omnibus. Ce que nous ne voulons pas, c'est que Omnibus soit une confiscation des instruments du Green Deal et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut être très vigilant. On ne veut pas aussi que Omnibus soit un signe d'un échec de la démocratie européenne, avec des consultations à huis clos, après des années de concertation, comme le rappelait Julien, notamment sur les normes SRS impliquant la société civile et beaucoup d'experts en durabilité et les entreprises. On ne veut pas aussi clairement que ce recul sur Omnibus soit un déni des risques des entreprises et de la souveraineté économique, parce que quand on parle de risque ESG, on parle de continuité d'activité et donc en conséquence, on parle aussi de souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle, sanitaire et je crois qu'on en est tous conscients, on en parle au pire moment. Donc, le débat qui doit avoir lieu, c'est celui de la compétitivité contre la souveraineté, comme on se l'est déjà dit auparavant. Et puis, ce qu'on ne veut pas non plus, évidemment, c'est que Omnibus soit un renoncement au modèle et aux valeurs européennes, hein, au moment où, comme on le sait tous, les États-Unis votent avec l'ONU et la Russie et la Corée du Nord, et au moment où il nous semble que l'Europe est le seul acteur qui peut encore proposer une vision éclairée pour le monde. Voilà, donc j'espère ne pas avoir plombé l'ambiance, mais de manière très pragmatique, ce que je veux vous Bon. dire, c'est que la CSRD a exercé une grande prise de conscience chez beaucoup de dirigeants, et donc on le sait, les textes évoluent, mais les sujets restent. Donc mon dernier message, c'est faites avancer vos plans de transition en utilisant la CSRD pour ce qu'elle apporte de structurant, et vous ne vous ferez pas prendre de cours, donc ni par vos dépendances et vos risques, ni, et ça c'est une petite boutade pour Julien, ni par vos auditeurs. Voilà. Bon, et je vais me permettre un tout dernier mot, mais merci en tout cas pour ces éclairages qui sont particulièrement utiles dans ces périodes difficiles et sombres et beaucoup empreintes d'incertitude. J'insiste sur ce que vous avez tous les trois dit, Pauline en particulier, mais c'est pas parce que les textes ont changé que les sujets ont disparu. Et donc, si on a fermé la porte, ils vont s'inviter par la fenêtre. Et la transition, elle est requise. On parle vraiment de l'enjeu de pérennité des entreprises dans bien des secteurs d'activité. Et ça, pour finir sur une note positive, je pense qu'il y a eu une vertu phare de cette période qui s'ouvre, qui se ferme, qui change, dont on ne sait pas trop où elle va nous mener, mais autour de la CSRD, c'est que je pense que deux typologies d'acteurs particulièrement ont profité de cette période pour prendre conscience des sujets. Je pense aux DAF, aux directions financières d'une part, et aux administrateurs d'autre part. Les deux ayant été pour la première fois et de façon absolument importante et pertinente, éclairée aux problématiques auxquelles l'entreprise est confrontée, alors même qu'il y avait une petite forme de déni ou d'absence d'intérêt par le passé sans entrer dans une généralisation. Donc en tout cas, ces débats autour de la CSRD ont ouvert des brèches dans la compréhension de ces sujets-là par ces deux entités qui sont centrales dans le fonctionnement des entreprises. Et je pense que c'est une brèche qu'il va falloir continuer d'ouvrir, puisque ce sont des entités clés dans le destin des entreprises. Et donc le dernier conseil que je puisse donner, c'est
moi, j'observe, mais c'est une réflexion très personnelle, que la RSE n'a pas percé le plafond de verre du business aujourd'hui. Et tous les tentatives que j'ai pu faire, moi, en tant que praticien, et puis que la réglementation a pu faire, ont un peu échoué. Les investisseurs n'y parviennent pas véritablement. Je n'ai pas la solution, mais je reste persuadé que la période qui s'ouvre nous incite à trouver un moyen de percer ce plafond de verre du business. Et il va falloir plus que jamais raisonner en bilan, en PNL, en risque, en valorisation, en mode de financement, de façon à convaincre de façon rationnelle, raisonnable, les dirigeants d'entreprise que enfin, il n'y a pas d'autre option que de tenir compte de ces préoccupations-là et que c'est nécessaire pour la bonne conduite des affaires, au-delà d'être nécessaire pour la bonne marche sur Terre et dans les humains qui occupent cette planète. Voilà, bah écoutez, merci infiniment tous les trois pour vos précieux conseils. J'ai vu que ça avait permis d'éclairer, je l'espère, un maximum de personnes, avec toute l'incertitude qui reste et qui demeure. Et puis, bah, j'espère que ça vous redonne aussi le courage de vous lever chaque matin pour essayer de porter ces transformations, quel que soit le rôle que vous jouez auprès des entreprises. Merci infiniment, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.